Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, 7 véhicules incendiés et des tags menaçants sur les murs du palais de justice d'Alençon. 2 suspects ont été interpellés. L'une des inscriptions concerne le garde des Sceaux Gérald Darmanin. Total Énergie sous la pression du gouvernement après la publication de ses bénéfices pour le premier trimestre, 5 milliards d'euros. Le Premier ministre demande au groupe pétrolier de redistribuer ses profits exceptionnels. Notre enquête sur les logements squattés et sur le long combat des propriétaires qui tentent de récupérer leurs biens. Certains luttent en vain depuis des années. Dans ce journal également, ils ont bien l'intention de travailler le 1er mai avec leurs salariés malgré l'interdiction. Vous entendrez des bouchers, des poissonniers et des commerçants sur les marchés. Enfin, une fierté française. Le plus grand voilier jamais construit a été inauguré cet après-midi au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Il prendra le large pour une première croisière dans quelques semaines. En exclusivité, nos reporters ont pu assister aux derniers travaux de finition. Que s'est-il passé la nuit dernière à Alençon? Vers 3 h du matin, un incendie d'origine criminelle s'est propagé devant les murs du palais de justice et de la mairie. 7 véhicules ont été détruits. Des tags injurieux et menaçants ont également été découverts. Esther Lefebvre, Sandra Douceret et Julien Erard. Là, c'est ma voiture. Et donc, je suis arrivé ce midi en allant en cours. Et puis, j'ai découvert qu'elle était comme ça. Cet étudiant n'imaginait pas la retrouver dans cet état, en se garant au pied du tribunal d'Alençon hier soir. En fait, tout a été cassé. Les vitres sont cassées. Au niveau du moteur, on voit qu'il n'y a plus rien du tout. J'ai pas forcément beaucoup d'argent pour me racheter une voiture, mais bon, j'espère qu'avec les assurances, on va avoir un remboursement. De la voiture voisine, ne restent que les essieux. Au total, 7 véhicules brûlés la nuit dernière. Vers 3 h du matin, depuis son bureau, cet avocat entend des bruits d'explosion. À partir de là où j'ai vu l'incendie se démarrer, j'étais très surpris. C'est un symbole très fort où la justice est attaquée à son cœur. Il filme alors ces images. Des flammes de plusieurs mètres de haut devant le tribunal. Alors que les incendiaires présumés prennent la fuite, ils sont repérés par la vidéosurveillance, puis rapidement interpellés. À bord de leur voiture, 2 très jeunes hommes avouent aussitôt les faits. Ils ont 17 et 19 ans, sont originaires de région parisienne, inconnus des services de police. Dans leur véhicule, des bombes de peinture sont retrouvées. Celles-là même utilisées quelques instants plus tôt sur la façade du tribunal et la mairie. Des tags visent Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, et indiquent « c'est le QCLO », référence au quartier de lutte contre la criminalité organisée. Autrement dit, une prison de haute sécurité comme celle de Condé-sur-Sarthe, à quelques kilomètres de là, conçue pour isoler les narcotrafiquants. Aujourd'hui, on a le premier acte de délinquance qu'on raccroche directement au sujet de QLCO. Le combat que nous menons contre les narcotrafiquants les dérange. Et ce genre d'attaques, nous les attendons depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, parce que nous savons que nous coupons les trafiquants de leur base. Pourquoi ces jeunes hommes sont-ils venus de région parisienne? Avaient-ils des liens avec des détenus? Ont-ils été rémunérés pour cette action? Au commissariat d'Alençon, ils répondent aux questions des enquêteurs, en garde à vue depuis ce matin. 5 milliards d'euros, c'est le chiffre du jour et c'est le montant des bénéfices de Total Énergie au premier trimestre, en hausse de 51% par rapport à la même période l'an dernier. Une question évidente se pose, le groupe pétrolier a-t-il profité de la guerre au Moyen-Orient et de la flambée du cours des hydrocarbures? C'est sans doute ce que pense le Premier ministre Sébastien Lecornu qui a demandé à Total de redistribuer une partie de cet argent. Pierre Galassio, Lou Protois et Laurent Chenaille. Aujourd'hui à la pompe, l'incompréhension pour de nombreux automobilistes face aux 5 milliards d'euros de bénéfices de Total en 3 mois. C'est énorme. Moi, je trouve que c'est énorme, les bénéfices qu'ils prennent. De toute manière, on sera toujours les dindons de la farce. Au vu des bénéfices qu'ils ont, ils pourraient faire peut-être un effort supplémentaire, ce ne sera pas déconnant, je pense. Une demande populaire reprise à son compte par le Premier ministre en début d'après-midi devant le Sénat. Il faut bien que Total Énergie se positionne d'une manière ou d'une autre sur une manière de redistribuer et potentiellement de la manière la plus efficace qui soit, de la manière la plus rapide. Réponse de Total Énergie, 1 heure plus tard. Nous avons mis sans attendre qu'on nous le demande une politique de plafonnement des carburants dont les Français bénéficient et nous comptons poursuivre ce plafonnement. C'est comme cela que nous redistribuons nos profits.
Insuffisant pour les députés socialistes qui, eux, ont décidé de déposer une proposition de loi afin de taxer les bénéfices exceptionnels de Total Energy, plus 51% par rapport à l'an dernier. Alors est-ce lié à la guerre? En grande partie, oui. Regardez l'évolution du prix du baril. Il est passé de 71 $ fin février à 120 $ ce soir. Une aubaine pour augmenter presque mécaniquement le chiffre d'affaires. Et puis Total s'est diversifié dans la production de gaz naturel liquéfié dont le prix a lui aussi grimpé depuis la guerre. Total a beaucoup investi aux États-Unis, c'est l'un des acteurs majeurs dans la liquéfaction là-bas, mais aussi en Afrique. Total a livré au Sénégal, Total a investi dans l'exploration-production au Mozambique avec une flotte de 40 méthaniers, donc c'est vraiment un acteur gazier considérable. Qu'en est-il maintenant des bénéfices à la pompe? Dans le monde, la distribution de carburant représentait l'an dernier 7% des bénéfices de la compagnie, mais pas en France. Selon mes informations, Total Energy aujourd'hui vend à la limite de la perte, je veux dire. Donc c'est-à-dire que pratiquement n'a aucune marge bénéficiaire par rapport au prix pratiqué. Et aujourd'hui, les super profits que Total a pu engranger sont en fait extérieurs à la France. Si Total gagne autant d'argent, c'est parce que le groupe est présent sur toute la chaîne de fabrication, de l'extraction jusqu'à la distribution, partout dans le monde. Et c'était prévisible, face à la hausse vertigineuse du prix des carburants, les Français dont le pouvoir d'achat n'est pas élastique ont réduit drastiquement leur consommation de samplon et de gazole. Moins de trajets, moins souvent, moins loin. En 2 mois, nos comportements ont beaucoup changé. Confirmation avec Roxane Sigula, Lucas Barriettis et Titouan Mignot. Dans cette station-service du Loir-et-Cher, vous ne faites plus le plein, mais le demi-plein de carburant. En général, je m'arrête à peu près à la moitié. Bon, là, je vais aller un peu plus loin, mais ouais, je fais à peu près ça. Histoire que ça fasse moins mal au moment de passer à la caisse. Maintenant, on y va tout doucement. Vous avez la main moins lourde sur le pistolet de la station-service et ça se ressent dans les chiffres. Si l'on compare la mi-avril 2026 avec la même période l'an dernier, chute de la consommation de carburant, moins 18,5% pour le diesel, moins 14,5% pour l'essence et le bioéthanol. Dans un monde où chaque litre de carburant compte, chaque déplacement s'anticipe. Nous retrouvons Vanessa pour son plein de courses. Ce sera le seul cette semaine. Au lieu de se déplacer spontanément 2 ou 3 fois par semaine avec la voiture pour aller faire des courses, on va attendre d'avoir besoin de plus de produits et se déplacer du coup 1 fois par semaine. Elle ne laisse plus rien au hasard, optimise tous ses trajets jusqu'aux activités extrascolaires de ses enfants. Les garçons font du foot et ma fille fait du basket et donc on est amené à se déplacer parfois à travers tout le département. Donc on fait souvent du covoiturage. C'est une pratique qu'on essaye de mettre de plus en plus en place et je pense que la hausse des carburants fait encore plus réfléchir. Comme elle, de plus en plus de Français cherchent à laisser leur voiture au garage. À chacun sa nouvelle stratégie, prendre les transports en commun, covoiturer et pour les plus chanceux, travailler à la maison. Dans cette petite entreprise près de Blois, nous croisons cet après-midi des chaises vides, des écrans bien éteints et surtout ces petits carrés verts sur le planning. Pour Émilie, on peut voir qu'elle est en télétravail les lundis, mercredis et vendredis. Face à la hausse des prix des carburants, Angélique, la patronne, a mis en place un système de télétravail équitable. On octroie en fait une journée par semaine pour nos collaboratrices qui sont à plus de 25-30 minutes de route de notre société et 3 jours pour celles qui avoisinent les 1 heure de route. Effet immédiat sur le budget d'Ophélie, en télétravail justement. Grâce à une journée de télétravail par semaine, j'économise environ une bonne centaine d'euros par mois. Une nouvelle organisation pas près d'être révoquée. Ce soir, Donald Trump évoque la possibilité de prolonger de plusieurs mois le blocus du détroit d'Ormuz. Près de Nantes, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Manon Rolando. Cette agricultrice de 31 ans a disparu il y a 1 mois. Avant-hier, son compagnon a été arrêté en Algérie. Une cellule de 15 enquêteurs travaille jour et nuit pour trouver le moindre indice. Des drones thermiques de la gendarmerie sont mobilisés, pour l'instant sans résultat. Les derniers développements avec Sophie Chevalron, Nicolas S. et Manon Medicom. Les recherches passent à l'étape supérieure aujourd'hui. Les gendarmes viennent de recevoir des drones ultra sophistiqués. L'un équipé d'une vision nocturne et thermique, l'autre dévoile tout élément suspect dans les environs, tout ce qui pourrait permettre de remonter jusqu'à Manon Rolando.
C'est un drone qui permet de faire apparaître des anomalies de terrain, notamment de végétation. Ça peut être des traces de creusement, ça peut être des traces de passage de roues, ça peut être des traces d'activité dans des zones qui ne sont pas censées en avoir. Ils peuvent ratisser jusqu'à 10 km² par jour. Un secteur de recherche très vaste qui s'élargit au fur et à mesure de l'enquête. On est sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés et la zone qui est ici est une zone avec de nombreux canaux et des marais. Donc ça fait beaucoup de zones humides, difficilement accessibles, des zones marécageuses et boueuses. Donc c'est pour ça qu'on a une réelle plus-value avec l'emploi de moyens aériens. Si une anomalie est repérée, des gendarmes sont envoyés sur place pour vérifier les lieux. L'éleveuse de 31 ans a disparu depuis maintenant plus d'1 mois. Son conjoint, principal suspect, est parti avec leur fille de 15 mois en Algérie où il a été interpellé il y a 2 jours. Dans la commune où résidait le couple, le sort de cet homme interroge. Ça va être compliqué de le faire revenir, je pense, en France. Ouais. C'est même impossible. L'Algérie et la France ont signé une convention. Les 2 pays n'extradent pas leurs ressortissants. Le compagnon de Manon, toujours présumé innocent, serait donc obligatoirement jugé dans son pays. La justice française transmet les éléments de l'enquête à la justice algérienne. Les magistrats français ou même les enquêteurs français pourront se déplacer si nécessaire. Ils peuvent assister aux interrogatoires. Ils peuvent poser des questions via l'enquêteur algérien. Si le suspect est jugé pour meurtre, il risque, en Algérie, la peine de mort. Sa mort avait provoqué une très vive émotion. En octobre 2024, Paul Varry, un jeune cycliste de 27 ans, avait été tué par un automobiliste à Paris. Le parquet vient de requérir la comparution de ce conducteur devant une cour d'assises pour meurtre. Il est accusé d'avoir volontairement écrasé le cycliste. Et pour la famille de la victime, cette décision est un soulagement. Anne-Laure Bance et Antoine Depeuil. Ce jour-là, sur cet axe parisien, la circulation est dense. C'est ici, le 15 octobre 2024, que Paul Varry, 27 ans, est tué par un automobiliste. Alors qu'il roule sur cette piste cyclable, une voiture empiète sur sa voie. S'ensuit une altercation. Le conducteur du SUV, de couleur noire sur cette photo, va alors le percuter. Paul Varry meurt sous ses roues. À partir des images de vidéosurveillance et de témoignages concordants, le parquet de Paris estime qu'il ne s'agit pas d'un simple accident de la circulation, mais bien d'un meurtre. Un soulagement pour la famille du cycliste. Pour moi, j'ai envie qu'il finisse ses jours en prison, ça c'est sûr, et qu'il se rende enfin compte de ce qu'il a fait. Selon un rapport d'experts, le conducteur Ariel M ne pouvait ignorer la présence de Paul Varry près de son véhicule. Les faits démontrent clairement qu'il n'a pas seulement voulu blesser Paul Varry, mais qu'il a délibérément décidé de l'écraser. Il ne pouvait ignorer qu'il allait donner la mort en faisant de telles manœuvres. L'avocat de l'automobiliste conteste l'acte volontaire. On n'ôte pas la vie comme ça spontanément à quelqu'un, et ça reste, si vous voulez, un comportement qui a été effectivement réalisé, il n'y a pas de discussion, mais jamais dans son intention, dans son souhait, a été de ôter la vie de Paul Varry. Relâché sous bracelet électronique le 14 avril, le conducteur a été réincarcéré hier. La chambre d'instruction a ordonné son retour en détention en raison d'un risque de fuite. L'automobiliste sera jugé devant la cour d'assises de Paris dans quelques mois. À 2 jours du 1er mai, on ne sait toujours pas précisément quels sont les commerçants qui pourront travailler avec leurs salariés sans risquer une amende. La situation est à peu près claire pour les boulangers et les fleuristes qui ne seront pas sanctionnés. Mais les bouchers, les poissonniers et certains commerces présents sur les marchés revendiquent eux aussi le droit de travailler. Marine Brossard, Léonard Attal et Lou Anneau. Son voisin boulanger ouvrira normalement ce vendredi 1er mai, mais ce poissonnier, lui, devra fermer, faute de salariés. C'est une injustice. Ça pénalise aussi mes employés qui voudraient travailler. Donc là, du coup, on est obligé de fermer, de peur d'avoir une amende. En France, le 1er mai est un jour férié et chômé. C'est la loi. Un patron peut travailler, mais pas ses salariés, sauf pour certaines activités considérées comme essentielles. Les hôpitaux, les hôtels ou les transports, par exemple. Le gouvernement souhaite ajouter 2 nouvelles exceptions, les fleuristes et les boulangers, à condition que les salariés soient volontaires et payés double.
pour tous les autres métiers, employer des salariés reste interdit. Pourquoi on laisse des métiers sur le bord de la route? Pourquoi le métier de boucher, de charcutier, de poissonnier, de fromager est à ce point moins noble qu'un métier de boulanger ou un métier de fleuriste? C'est incompréhensible. Face à cette situation, Anthony Manceau a décidé de braver la loi ce vendredi. Impossible pour lui de préparer son étal et servir ses clients en étant seul. Il s'expose à une amende de 750 € par salarié. J'ai décidé d'ouvrir avec des salariés volontaires. Je trouve ça un peu injuste de devoir enfreindre la loi pour pouvoir survivre, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je n'ouvre pas par plaisir. J'aurais bien aimé passer ce temps avec ma famille. Mais bon, malheureusement, aujourd'hui, avec le coût de la vie, les charges qui explosent, on est obligé d'ouvrir pour travailler, quoi. Il anticipe de très bonnes ventes, soutenues par ses clients. Si on compare avec le confinement, il n'y avait que les métiers de bouche qui étaient autorisés à ouvrir. Alors qu'ils nous foutent la paix pour le 1er mai, c'est pareil. Une situation qui fait débat, d'autant plus que sur les marchés, les commerçants seront bien présents avec leurs salariés, nous assure la Fédération des marchés de France. Aux États-Unis, la saison des tornades se poursuit. Plus de 450 ont été enregistrées ces dernières semaines, mais les dernières ont été particulièrement violentes, notamment au Texas. À 130 km à l'ouest de Dallas, une ville a été partiellement défigurée. Les vents ont soufflé sur place à plus de 215 km/h. Suzanne Prez et Vanille Christophe. Des toitures arrachées, des maisons éventrées, ce quartier presque rasé. Voilà ce qu'il reste de Mineral Wells, petite ville dans le nord du Texas. La tempête s'est formée en quelques minutes, filmée par cette chasseuse d'orage avec son téléphone. Seigneur, voilà une première tornade. Regardez comme elle se forme vite. À son approche, plus personne dans les rues. Le vent et la pluie s'intensifient. Oh la vache, c'est une tornade. Le ciel s'obscurcit. Oh, ça se sent pas bon. Les rafales ont emporté cette caravane, ou encore cette maison. De la cuisine à la chambre, seules quelques parois sont encore debout. Les câbles électriques sont tombés, les secours sont là. Les autorités ont activé l'alerte tornade. Nous avons déclenché le système d'alerte d'urgence pour inciter les gens à se mettre à l'abri. Rapidement, les secours ont reçu de nombreux appels. Les dégâts sont majeurs dans plusieurs zones de la ville. Plusieurs blessés, dont 2 transportés à l'hôpital. La ville a déclenché un couvre-feu. À 100 km de là, de fortes chutes de grêle hier dans cette autre ville du Texas. En pleine saison des tornades, ces phénomènes se multiplient depuis 6 jours. Comme dans l'Oklahoma, État voisin, ce week-end, la ville d'Enid était frappée par cette puissante tornade. L'Europe n'est pas épargnée non plus par ces phénomènes climatiques exceptionnels. Selon l'Institut Copernicus, qui fait autorité, notre continent se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Les experts nous alertent également sur le retour très probable cette année du phénomène El Niño. De quoi s'agit-il précisément? Quelles pourraient en être les conséquences? Pierre Corieux et Julien Clouzot. Incendie, tempête, inondation ou encore sécheresse. Allons-nous revivre cette année un phénomène El Niño extrême? Depuis quelques semaines, les climatologues du monde entier surveillent de très près un indicateur météo sensible. Une zone d'eau située dans le Pacifique équatorial se réchauffe bien au-delà de la normale. Elle se situe au nord de l'Australie. Il s'agit d'un immense bassin d'eau chaude. Habituellement, il est contenu grâce à des vents puissants venus du Pérou. Mais certaines années, ce fragile équilibre est rompu. Les vents faiblissent et le bassin d'eau chaude s'étend sur une très large zone du Pacifique. Et cette année, l'eau en surface dépasse de 2 degrés les températures moyennes. Ça va réchauffer l'atmosphère qui est juste au-dessus et par un système de connexion, on dit dans notre jargon de téléconnexion, on va réchauffer l'ensemble de la ceinture tropicale et ça va modifier, altérer les régimes de pluie sur toutes les régions tropicales. Cette perturbation naturelle du climat a un nom, El Niño. Et cette année, le phénomène pourrait être particulièrement intense, comme en 2015 et 2016. Une série de phénomènes météo extrêmes s'était enchaînée. Des incendies monstres en Indonésie et en Australie. Des épisodes de sécheresse en Bolivie, par exemple. Mais aussi des inondations à répétition au Brésil, au sud-ouest des États-Unis
ou encore jusqu'en Afrique de l'Est, comme au Kenya et en Éthiopie. El Niño va jouer sur les précipitations, les températures observées sur certaines régions du globe. Et à ça vient s'ajouter l'impact du réchauffement climatique. El Niño peut aussi avoir des conséquences inattendues et cela pourrait concerner nos territoires ultramarins. En particulier les Antilles, parce qu'on sait que les événements El Niño vont rendre moins intense la saison cyclonique dans l'océan Atlantique. El Niño peut agir dans les deux sens, amplifier mais aussi atténuer les épisodes météo extrêmes. Si le phénomène se produit, il débutera dès cet été. Au Royaume-Uni, une attaque au couteau dans un quartier du nord de Londres très fréquenté par la communauté juive a fait 2 blessés. Les victimes, 2 hommes, ont été poignardés en pleine rue. Ils sont hospitalisés ce soir dans un état stable. Le suspect, âgé de 45 ans, a été interpellé. La police britannique traite l'affaire comme un acte terroriste. Un groupe islamiste a revendiqué cette attaque en l'attribuant, je le cite, à l'un de ses loups solitaires. En France, c'est le cauchemar de très nombreux propriétaires de logements. Un locataire qui cesse volontairement de payer son loyer pendant des mois, parfois des années. Entre 6 000 et 7 000 logements seraient ainsi occupés illégalement, un chiffre en augmentation. Malgré les récentes évolutions de la loi, déloger un squatteur ou un occupant illégal est très difficile. Pourquoi les procédures sont-elles encore si complexes? C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Emmanuel Binet et Héloïse Grégoire. C'est l'appartement qui est là, donc en fait c'est un 2 pièces. L'achat de cet appartement était l'aboutissement de ses efforts. Le tout premier investissement locatif de Michael, devenu depuis 2 ans un cauchemar. C'est une location qui a commencé le 30 avril 2024 en fait le locataire a arrêté de payer au bout d'un mois. Le préjudice s'élève aujourd'hui à près de 50 000 € d'impayés. Plus un seul loyer pour Michael, qui lui s'est endetté, 1 700 € de crédit par mois. Il a déposé une première plainte, en vain. Expulsion refusée au motif d'une erreur administrative. L'agence en charge du dossier a oublié d'inscrire l'identité du propriétaire sur le bail. Ce dernier dépose alors une deuxième plainte, cette fois-ci avec l'agence. Une audience doit se tenir début juin. Je ne sais pas moi combien de temps je vais pouvoir tenir et si jamais d'aventure je viens à ne plus pouvoir rembourser mon crédit, la banque elle aurait toute latitude à saisir le bien et de le vendre aux enchères à 30%, 40% de sa valeur. Et c'est ce que je redoute et c'est ce qui se profile de plus en plus. Pourtant, en 2023, une loi anti-squat devait accélérer les procédures d'expulsion, mais ces conditions sont strictes. Pour être considéré comme squatteur, l'individu doit entrer illégalement dans le logement, par effraction par exemple. D'après son avocate, le cas de Michael est loin d'être isolé. Il y a tous ces propriétaires qui sont bailleurs qui se retrouvent finalement avec des gens qui ne sont pas des squatteurs mais qui occupent le bien illicitement, font de la sous-location, ne payent pas le loyer et pour tout cela, la loi ne s'applique pas. Donc il faudrait simplement avoir un arsenal législatif qui permette de protéger à la fois les bailleurs, également les propriétaires. Rien que l'année dernière, 15 300 procès-verbaux ont été dressés pour expulser des locataires ne payant plus leur loyer ou refusant de partir, près de 7% de plus qu'en 2024. Comment ces propriétaires s'en sortent-ils? En dernier recours, certains sont prêts à tout pour se débarrasser de leurs biens, y compris le vendre à prix cassé à des sociétés comme celle d'Amélie Viard. Oui, bonjour, est-ce que vous pouvez m'ouvrir? Merci. Sa dernière acquisition, un appartement qu'elle a racheté 90 000 €, environ 3 fois moins cher que les prix du marché. Là encore, il est occupé par des locataires qui ne paient plus leur loyer depuis 6 ans. Tous les recours en justice du propriétaire ont échoué. Accompagnée d'un agent de sécurité, Amélie doit aujourd'hui négocier leur départ. Bonjour. On s'était déjà vu, on est les nouveaux propriétaires de votre logement. Dans l'entrebâillement de la porte, l'un des 5 habitants. C'est quoi votre objectif? Parce que vous avez 50 000 € d'impayés quand même de dette. Donc vous a fait une belle offre. On a aussi proposé à l'époque, vous savez, un échéancier pour régulariser la dette. On vous propose aussi un relogement. Mais plus vous attendez, dans tous les cas, vous allez être expulsable. C'est une bombe à retardement. L'individu ne veut rien entendre et contre toute attente, en appelle à son avocat et à la loi. Moi, je ne peux pas vous faire confiance, c'est pour ça qu'on passe par un avocat. On m'a informé que c'est le meilleur pour nous de ne pas communiquer directement. Si vous voulez me faire quoi que ce soit, vous voulez parler, c'est par courrier. L'occupant coupe court à la discussion. Je comprends que c'est une situation qui est compliquée, mais je
crois que c'est fini. Comme Michael, elle a lancé une procédure judiciaire. D'après elle, ces squatteurs difficiles à déloger sont de plus en plus nombreux. Le profil des squatteurs a beaucoup changé, puisqu'avant c'était des gens qu'on arrivait quand même à déloger en faisant quand même une négociation à l'amiable, en leur proposant une indemnité financière. Et maintenant on se retrouve à des gens qui connaissent tous les rouages en fait. Ils jouent le temps, ils font tout leur possible pour pas être coopérants. Pour tous ces cas extrêmes de locataires mauvais payeurs, une nouvelle loi est en préparation. Comme pour les squatteurs, elle veut donner plus de pouvoir au préfet pour engager des expulsions plus rapidement. L'opération avait été préparée dans le plus grand secret. À Montpellier, une centaine de policiers et des pelleteuses ont commencé à détruire des constructions illégales, dont certaines abritent des points de deal qui génèrent chacun jusqu'à 20 000 € de chiffre d'affaires par jour. Tiffany Hen et Baptiste Cisco se sont rendus sur place aujourd'hui. Des coups de pelleteuse sur une habitation. Ceci n'est pas une opération de travaux publics. Depuis hier, la préfecture a décidé de mettre en place une intervention de grande ampleur. Plus de 130 policiers ont investi les lieux pour permettre aux conducteurs des engins de détruire des bâtiments illégaux. Le quartier des Marelles est connu pour un lieu de trafic de stupéfiants. Beaucoup de rues, d'espaces publics avaient des constructions illégales pour permettre des points de vente de stupéfiants. L'objectif, c'est de venir pour permettre le réinvestissement de l'espace public. Au total, une dizaine de constructions de ce type ont été détruites. L'opération est contestée par ces riverains qui se plaignent d'un manque de concertation avant ces grands coups de pelleteuse. Nous aussi, on est pris en otage par ces points de deal. On aurait pu les aider, les accompagner et faciliter la tâche, bien entendu, mais pas s'en prendre à des gens, à des familles qui vivent à marge de la société. Et ils jouent sur la pression et sur l'autorité. Il faudrait qu'ils se posent avec nous autour d'une table et qu'on puisse discuter. Et là, ce n'est pas le cas. Le point de deal dans le quartier des Marelles est bien connu. Mais les habitants que nous avons rencontrés non loin de là se disent sceptiques quant à sa disparition. Le seul truc où je suis un peu étonné, c'est que la mairie ou les services publics aient pris autant de temps pour comprendre. Tout le monde sait où sont les points de deal dans la ville de Montpellier, je parle pas que ici. Je pense pas que ça change grand-chose à terme. Pour le moment, la police a saisi 200 grammes de cocaïne, 70 capsules de cannabis et 2 000 € en espèces. La préfète, félicitée par le ministre de l'Intérieur, a indiqué que la police restera sur place autant que nécessaire. Cet endroit est réputé pour la pureté de ses eaux et la beauté des paysages environnants. Le lac de Vassivière, dans la Creuse, accueille chaque année de très nombreux visiteurs. Non loin de là, 2 frères agriculteurs envisagent de construire un bâtiment pour élever 1200 porcs. Les partisans de cette installation assurent qu'elle n'engendrera pas de pollution. Les opposants affirment le contraire. C'est le focus de ce 20h signé Carlo Paredes et Emmanuel Sarr. C'est l'un des plus grands lacs artificiels de France. Vassivière, un joyau touristique aux confins de la Haute-Vienne et de la Creuse. Ici, c'est le lieu de vacances du Limousin, c'est agréable. 10 km² paradisiaques qui seraient menacés, selon ses défenseurs, par l'implantation d'une porcherie industrielle. C'est un projet problématique parce qu'on est quasiment certain qu'il va déboucher sur des pollutions. Il y a des parcelles qui ont été retirées pour ne pas prendre du tout de risques. Voilà, donc je dirais qu'il y a cette volonté de faire plus propre que propre. Ça reste quand même majoritairement un tourisme balnéaire, donc si les gens viennent et qu'ils ne peuvent pas profiter du lac, ça a plus grand intérêt. Focus sur une cohabitation difficile entre agriculture et tourisme. À 2 km du lac de Vassivière, cette exploitation bovine souhaite se diversifier et installer ici en bord de route une porcherie. À l'intérieur, les 1200 animaux seront élevés sur caillebotis et vendus par une coopérative basée dans l'Allier. Ni elle, ni les exploitants n'ont voulu nous répondre, une discrétion qui tranche avec la mobilisation des opposants. Comme dans toutes les communes autour du lac, certains habitants et les élus sont inquiets. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui avez le dossier, gros dossier. 325 pages, tout détaillé, des études, le plan d'épandage. Un plan d'épandage, autrement dit les parcelles sur lesquelles sera étalé le lisier, les déjections des animaux, avec un risque de pollution du lac par infiltration dans les sols sur tous les terrains situés à quelques centaines de mètres. La colonne qu'il faut lire, c'est celle-là. Synthèse du risque. Risque moyen, risque moyen, risque moyen, risque moyen, risque assez faible, risque moyen. Sur aucune de ces parcelles, il y a un risque nul. Sur les 2 parcelles où il y a un risque élevé, ils ont décidé de les retirer du plan d'épandage. Mais il reste les autres. Bon, moi j'ai appris à lire à l'école. Risque moyen, ça veut dire quand même qu'il y a un risque.
Même risque faible, ça veut dire quand même qu'il y a un risque. Face à cette inquiétude, seul le président départemental de la FNSEA, syndicat majoritaire des agriculteurs, a accepté de nous parler. Éleveur bovin, il évoque un projet de porcherie exemplaire et une capacité de stockage des excréments au-delà de ce que prévoit la loi. Aujourd'hui, elle est portée à 9 mois pour s'adapter aux périodes d'épandage, pour s'adapter aux variations climatiques. Le projet respecte la réglementation, tous les feux sont ouverts, il n'y a pas de raison de s'y opposer. Mais le projet, selon les opposants, ne mesure pas tous les effets d'une pollution par le lisier. Utilisé comme engrais pour la croissance des cultures, il est composé notamment de phosphore, un sel minéral dont une petite partie est entraînée par les pluies vers les cours d'eau. D'après ce spécialiste, auteur de près de 40 000 analyses officielles. Il y a une certitude, c'est qu'à un moment donné, ce lac sera contaminé. Ça mettra 5 ans, 10 ans. Une contamination qui serait selon lui particulièrement grave, car le phosphore est propice au développement d'algues dangereuses, voire mortelles, pour la santé humaine et animale. Tout ce que vous voyez, ce sont des cyanobactéries. Le chien, il va spontanément boire. Et donc l'animal va mourir assez rapidement. L'homme ne va pas spontanément aller boire de l'eau dans une mare. Par contre, un gamin, un adolescent, un enfant peut boire la tasse. Lorsqu'elles sont détectées, les cyanobactéries provoquent également la fermeture des plans d'eau. Une catastrophe redoutée par les professionnels du tourisme. Il y a encore des branches partout, c'est jonché. Premier jour d'ouverture dans ce camping. Et bonjour, comment ça va? La gérante est également propriétaire d'un autre camping. Les deux accueillent en été près de 700 vacanciers par jour et elle a dû faire de gros investissements. Vous avez encore beaucoup d'argent à rembourser, vous, ici? Ouais, on est à peu près on est entre 600 et 800 000 euros. Clairement, la question se posera si la porcherie est montée, de rester ici ou d'essayer de vendre pour pouvoir rembourser les frais parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir après accueillir autant de monde que ce qu'on fait là. Un peu plus loin, sur cette plage, le gérant de ce restaurant met en avant la différence d'emplois créés entre le tourisme et la porcherie. On a en face un projet avec un 2000 postes de créés face à plusieurs centaines d'emplois liés au tourisme. Voilà, on parle de au moins 200-300 personnes minimum. Pour défendre le projet, les agriculteurs évoquent un autre argument, la souveraineté alimentaire. La Creuse produit par exemple 10 000 porcs de moins qu'il y a 5 ans. On ne produit plus assez par rapport à la consommation de la population, Donc je pense que ce projet est tout à fait bienvenu. 90% des Français consomment du jambon blanc. Le jambon blanc, je suis désolé, ça ne se fait pas avec des bovins, ça ne se fait pas avec des ovins, ça ne se fait pas avec des chèvres. Il faut forcément des porcs. Reçus par le préfet, les maires des communes concernées autour du lac espèrent le retrait définitif du projet de porcherie de 1200 porcs pour continuer à faire de Vassivière une destination prisée. 180 000 visiteurs l'an dernier. Une décision sera rendue le 17 mai au plus tard. Les images que vous allez découvrir sont étonnantes mais bien réelles. Au Royaume-Uni, des écureuils ont été filmés en train de vapoter, ce qui n'est évidemment pas bon pour leur santé. Il y a bien sûr une explication scientifique. Même à plusieurs mètres de distance, ces rongeurs sont attirés par les arômes fruités qu'ils confondent avec de la nourriture. Regardez le reportage à Londres de nos correspondantes Élise Stern et Fanny Bourdillon. Des écureuils qui semblent vapoter. Cigarette électronique en bouche, à la stupéfaction de cet internaute. Maman, il y a un écureuil dans le jardin qui fume sur ta cigarette. Ces vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux. Mais qu'en est-il vraiment? Au Royaume-Uni, 2,5 millions d'écureuils gris cohabitent avec les humains. Ils sont particulièrement nombreux dans les parcs londoniens, où ces vidéos font réagir les passants. À la fois ils sont adorables, à la fois c'est inquiétant. Ils peuvent ronger le plastique, ils peuvent, je sais pas ce qu'il y a dans les liquides. S'ils sentent ça, ils risquent de les manger et ça va les blesser. Il y a désormais 3000 appels par an au centre anti-poison à cause des cigarettes électroniques, soit 300 fois plus qu'il y a 10 ans. Pour ce vétérinaire londonien, les chiens, comme les écureuils, sont attirés par les vapoteuses, mais pas à cause de la nicotine. Si j'étais un écureuil, est-ce que je mangerais le goût-fraise kiwi? Bien sûr, ces écureuils sont en fait en train de sentir l'embout. Ils ne sont pas en train de vapoter. Ils sont attirés par ces vapoteuses et c'est à cause des saveurs fruitées. En Angleterre, des chiens ont été empoisonnés à cause de vapoteuses, dont un cas mortel. Et la cigarette électronique est encore plus nocive pour les petits animaux. Natalia est bénévole, elle s'occupe des écureuils blessés et abandonnés dans la capitale. Ce phénomène l'inquiète.
C'est un mélange de glycérine, de nicotine et d'arômes. Si les écureuils lèchent l'embout, il y a un vrai danger qui les empoisonne. Ça peut entraîner des vomissements, des symptômes neurologiques ou même la mort. Elle estime que les écureuils peuvent être victimes de leur curiosité. Nous le constatons pendant notre reportage. Ils s'intéressent à tout nouvel objet ou toute nouvelle personne. Oula. Quelle fierté pour les milliers d'ouvriers qui ont travaillé pendant des mois sur ce projet fou. Le plus grand voilier jamais construit a été inauguré cet après-midi à Saint-Nazaire. L'Orient Express Corinthian, bâti par les chantiers de l'Atlantique, prendra le large au mois de juin depuis Marseille pour sa première croisière. En exclusivité, l'une de nos équipes a pu suivre les tout derniers travaux. À bord, Julien Roux, Bertrand Lachat et Pierre Lapense. C'est un trois-mâts à la fois imposant et élégant. Avec ses 220 mètres de long, l'Orient Express des mers est le plus grand voilier du monde. Et c'est en France, au chantier de l'Atlantique de Saint-Nazaire, qu'il a vu le jour. Après les derniers essais en mer, dernier coup de peinture à quai. À quelques jours de son inauguration, nous sommes exceptionnellement autorisés à monter à bord de cette ruche où ouvriers et artisans mettent une touche finale à leur chef-d'œuvre. Direction le pont supérieur. Nous avons rendez-vous avec le responsable de ce projet titanesque. Bon, mais celui-là, il est quand même particulier. Celui-là est particulier, oui. Il est particulier puisqu'il est innovant. C'est pas des voiles en tissu? Non, absolument. C'est pas des voiles en tissu, c'est des voiles en composite. Donc c'est des panneaux qui se déploient les uns sur les autres et qui se déplient. Des voiles en accordéon. Cette innovation ne pouvait être que française. Elle se déploie en 7 minutes chrono et culmine à 100 mètres au-dessus de l'eau. Imaginez 2 fois la hauteur de l'Arc de Triomphe. C'est quoi l'avantage d'avoir des voiles rigides comme ça? C'est que tout simplement, la surface de voile que ça représente sur des voiles textiles, ça ne tiendrait pas. Ce ne serait pas suffisamment solide. Le but, c'est toujours d'utiliser au maximum le vent, c'est ça? Le but, c'est d'être capable d'utiliser le vent, effectivement, pour réduire la consommation en carburant et réduire l'empreinte carbone du navire. Alors, on arrive en timonerie, c'est là qu'on pilote le navire et en particulier les voiles. Et on le constate sur les écrans, il n'y a aucun marin pour hisser les voiles. Les efforts sont tellement gigantesques qu'on ne peut pas mettre des humains pour manœuvrer les voiles. Donc là, on est à la barre du navire. Exactement, c'est le poste de commandement du navire, c'est là que le commandant choisit le mode de propulsion, soit une propulsion sous voile, soit une propulsion classique qui utilise du gaz naturel liquéfié, qui permet de réduire également l'empreinte carbone du navire. Objectif, utiliser au maximum la force du vent. L'histoire de ce navire, c'est aussi celle d'une aventure industrielle, commencée il y a 2 ans à Saint-Nazaire. 2000 personnes ont travaillé sur ce chantier colossal, aux airs de cathédrale. À l'approche de la livraison du voilier, nous avons assisté à un ballet de métiers qui se croisent dans les coursives. Hop. Et poursuivent tous le même objectif. Positionne en bas. On plaque. Voilà. C'était la dernière pièce. Finir à temps. Mission accomplie pour cette entreprise bretonne qui a notamment travaillé l'agencement du bar à huîtres. Tout a été fabriqué sur mesure et en France. Le plateau en marbre a été fait en Bretagne et toute la partie laiton, donc la frise et les plinthes, ont été faits en Normandie. Ça représente une mobilisation à peu près d'une trentaine de personnes, soit donc à peu près 50%, voire un peu plus de l'entreprise, et ce depuis fin 2023. Des emplois, mais aussi une vitrine pour l'excellence de l'artisanat français. Ce tapissier de Lyon vient tout juste de livrer son mobilier. De retrouver notre signature sur un canapé sur l'Orient Express, c'est incroyable. C'est une grande fierté. C'est un canapé qui a été dessiné spécifiquement pour l'Orient Express, très difficile à réaliser puisqu'il est réalisé dans un velours, donc ça demande une dextérité de la part des artisans à l'atelier. Il y a une centaine d'heures de travail pour les artisans tapissiers qui vont travailler à la fois la garniture, c'est-à-dire la partie intérieure du canapé et la couverture. Et puis intervenir sur un projet comme celui-ci, c'est aussi un rêve pour nos équipes de pouvoir dire on a travaillé sur ce projet-là. Peut-être que ça se reproduira une fois dans la vie de nos ateliers. Dans les dédales de cet Orient Express des mers, on retrouve aussi des clins d'œil au train de légende. Donc ici, on va découvrir le bar de nuit, le wagon-bar, et dans un décor un peu inspiré du train, le nouvel Orient Express. Et son mythique style, art déco.
Maxime Danjac est l'architecte de ce voilier. À bord, rien n'échappe à son regard. Il nous fait découvrir les espaces qu'il a imaginés. On a une hauteur sous plafond de combien là? Là, on est à 5,80 m. Un futur restaurant pour à peu près 22 personnes. Comment est-ce qu'on passe du train Orient Express au voilier? On a le même esprit, le même développement du confort, la même mise en avant des savoir-faire français. Mais il a dû jongler avec les contraintes techniques d'un bateau. C'est quoi comme matière? Ça, c'est un tirage plâtre. On aurait pu le faire en bronze, on aurait pu le faire en verre. Il ne faut pas oublier qu'aussi, on est dans un navire et que toutes les questions de poids, de tout, ont une importance capitale. Le clou du spectacle, le voici. L'une des 54 suites du voilier. Donc la panoramique, parce que quasiment 3,60 m d'ouverture de fenêtre. On a créé ici une zone avec 2 lits de repos qui nous permettent dans ces futures étagères, avoir des livres, écouter une très bonne musique. Une invitation au voyage et une excellence qui ont un prix. Comptez 3 000 € minimum par jour. Le voilier prendra le large en juin pour une première croisière en Méditerranée. Tout de suite sur la terre ferme, l'information continue sur LCI, Canal 15, sur TF1 dès 7h. Ne manquez pas la matinale avec Maud Descamps et toute son équipe. Ils recevront notamment Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement et aussi ministre de l'énergie et du travail. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, puis votre série Grey's Anatomy. Demain à 13h, Marie-Sophie Lacaro. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h. Très bonne soirée à tous. À demain.